Ma vision du juriste augmenté, c'est en fait un juriste qui réfléchit. On a eu tendance à oublier un petit peu cette dimension du juriste, me semble-t-il, depuis quelque temps, avec une hyperspécialisation, avec un juriste qui accumule des connaissances, qui accumule des informations, qui finalement se concentre moins sur le raisonnement juridique que sur la spécialisation et l'accumulation de compétences extrêmement spécialisées, parce qu'il est vrai que la matière juridique devenant de plus en plus compliquée, il est de plus en plus difficile de pratiquer dans différents domaines, et donc la tendance est de refermer un peu son champ de vision sur une matière, de la connaître parfaitement, d'en être habitué aux subtilités, aux complexités, et finalement de se fermer à ce qui fait l'essence du juriste et qui nous réunit tous, qu'on soit avocat, magistrat, professeur d'université, huissier, etc., toutes les professions du droit, ce qui fait notre spécificité, qui est le raisonnement. Et il me semble qu'avec le développement de l'information ouverte, le fait qu'on ait de plus en plus facilement accès à toutes les informations, à toutes les données juridiques primaires, eh bien, cette accumulation de connaissances, ce développement de connaissances spécialisées devient de moins en moins utile, voire un frein finalement à l'augmentation de valeur de la prestation. Parce que le client, lorsqu'il vient vous voir, il a pu avoir accès à toutes ces informations. Et la différence entre lui et vous, juriste, c'est que lui ne sait pas les exploiter. Parfois, il pourra croire savoir les exploiter parce qu'il les a lus, mais il ne sait pas. Alors que vous avez cette possibilité-là. Et finalement, que vous soyez expert de la matière ou pas. Parce que ce qui est important, c'est de savoir trouver l'information pertinente et l'exploiter. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, il faut se recentrer sur ce qui fait cette épure du juriste, se recentrer sur le raisonnement qui fait la spécificité de nos professions et qui fait notre valeur ajoutée. Et donc pour moi, le juriste augmenté, c'est avant tout celui qui réfléchit et qui réfléchit justement en sachant exploiter les données qu'il va pouvoir trouver avec l'informatique juridique, avec les bases de données, les moteurs de recherche, les outils d'augmentation de la performance dans notre secteur et qui aujourd'hui se développent assez rapidement. Un juriste d'entreprise et un directeur juridique en particulier ne va pas avoir exactement les mêmes missions, les mêmes tâches qu'un avocat, dans la mesure où le juriste d'entreprise, et à plus forte raison le directeur juridique, aura certainement besoin d'une vision plus générale des choses, une vision évidemment très stratégique, une vision qui mêle le droit, les chiffres, qui mêle les compétences métiers de l'entreprise. L'avocat, au moins en tout cas lorsqu'on a une direction juridique importante dans une grande entreprise, l'avocat interviendra sur des questions plus spécifiques et devra donc être capable d'approfondir le point et de le travailler de manière beaucoup plus précise que le juriste d'entreprise qui, lui, aura débroussaillé le terrain et, dans une dimension partenariale avec l'avocat, travaillera à élaborer une stratégie sur le raisonnement pointu que l'avocat aura développé. Mais ça, c'est vrai pour un avocat qui intervient aux côtés d'un directeur juridique d'une grande entreprise. L'avocat qui intervient aux côtés du juriste d'une entreprise plus petite aura une dimension plus stratégique, nécessairement, une dimension plus générale que l'avocat qui intervient aux côtés d'une équipe de juristes d'entreprise au service d'une grande entreprise. S'agissant des autres professions réglementées, que ce soit les notaires ou les huissiers, eux également sont servis par la révolution industrielle, la révolution des services. Ils sont servis par ces outils d'aide à l'analyse et donc eux aussi sont dans la même perspective de devoir être davantage sur le raisonnement, sur l'exploitation du matériau juridique qui leur est fourni par la machine que dans la recherche brute, dans la recherche pure qui n'a plus d'intérêt et que plus personne ne pratiquera. Donc je crois que c'est vrai pour toutes les professions du droit. Il faut être davantage dans l'exploitation des connaissances par le raisonnement juridique que dans une recherche pure et dure, dans une analyse
du matériau juridique comme du matériau factuel, pour laquelle l'humain n'a plus vraiment de plus-value. Au contraire, la machine est capable d'une analyse beaucoup plus fine, comme on le voit dans d'autres secteurs où ça s'est développé davantage, notamment la médecine, où l'outil va avoir des capacités de diagnostic qui vont être beaucoup plus importantes que l'humain, mais l'humain interviendra sur ce matériau brut qui aura été élaboré par la machine pour l'exploiter, l'analyser et lui donner une dimension stratégique, c'est-à-dire faire du conseil en réalité. Dans ce cadre, quelles sont les compétences qui sont attendues, les compétences qui sont nécessaires pour être ce juriste augmenté? Évidemment, au premier chef, c'est être un bon juriste. C'est certainement la compétence première. Un juriste, encore une fois, recentré sur cette compétence de base, cette compétence structurelle qu'est l'analyse juridique, l'esprit propre au juriste, doté de son raisonnement. Mais être un bon juriste ne suffit pas, parce qu'être un bon juriste, c'est quand même être un technicien. Or, un bon juriste, un juriste augmenté, ça n'est pas qu'un technicien, c'est aussi un juriste qui est capable d'écouter et qui est capable de comprendre celui qui vient le voir, qui vient le consulter. Parce qu'il faut être capable d'entendre son client, que ce soit un client externe ou un client interne lorsqu'on est en entreprise. Il faut être capable de l'écouter, de comprendre ses besoins, de comprendre sa situation. Et pour ça, il faut savoir parler son langage et pas uniquement le langage du juriste. Et parler le langage du client, c'est aussi pouvoir lui expliquer ce qu'on a déduit de sa situation, l'analyse qu'on a faite, et donc ne pas lui livrer un produit brut et que le client doit s'approprier, mais être capable de lui restituer dans son contexte à lui et de façon à ce qu'il puisse immédiatement l'exploiter sans avoir à faire un travail complémentaire d'adaptation à sa situation. Et pour ça, il faut véritablement comprendre la personne à laquelle on s'adresse, comprendre ses besoins pour bien les analyser, mais aussi pour bien les restituer. Parce que la restitution contextualisée de l'analyse qu'on a faite devient de plus en plus importante dans la mesure où le droit est de plus en plus compliqué et il faut être capable d'expliquer clairement à son client comment utiliser le conseil qu'on lui fournit. Et pour ça, ça n'est pas pour rien que des outils comme le legal design se développent parce qu'on a des situations complexes, des analyses complexes qu'il faut savoir expliquer à son client. Ça ne veut pas dire qu'il faut simplifier l'analyse. Le juriste doit être capable de la mener dans toute sa complexité, mais ensuite de la restituer simplement à son client pour lui expliquer comment il va la mettre en œuvre dans sa situation. Et il va l'accompagner dans cette mise en œuvre en étant capable de lui faire comprendre ce qu'il fait et ce que le client lui-même doit faire pour que cette mise en pratique de l'analyse soit efficace et optimale. Alors, quelle place accorder au legal tech? Eh bien, il me semble que cette place doit être complète et elle doit être première au sens, d'une certaine façon, chronologique du terme. C'est-à-dire que ce sont des outils qui vont permettre d'aller plus rapidement qu'on le faisait auparavant dans les recherches, dans l'analyse d'une situation, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit factuelle. Donc, c'est-à-dire que ça permet, et tout le monde le dit, ce n'est pas une nouveauté que de le dire, ça permet de gagner du temps dans le défrichage, gagner du temps dans l'exploitation de la donnée juridique et dans l'analyse de la situation factuelle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à quoi? On est confronté au développement de l'information juridique, au développement de la donnée juridique. Il y a de plus en plus de lois, il y a de plus en plus de jurisprudence, il y a de plus en plus d'articles de doctrine d'autorité, il y a de plus en plus d'informations juridiques. Et finalement, nos capacités humaines nous limitent dans la possibilité de les analyser, de les exploiter. La machine, par ses capacités d'analyse, nous permet d'aller aussi vite que le développement de l'information juridique en fait. Et elle nous permet de rattraper d'une certaine manière le retard que nos capacités limitées nous avaient fait prendre. Et donc, il faut impérativement être capable d'utiliser ces outils pour exploiter ces informations. Sinon, on se perd dans ce bruit juridique qui est généré par toute cette donnée qui se développe, qui se développe, qui se développe sans arrêt. Et de plus en plus, les outils vont modéliser le raisonnement juridique, donc faire l'analyse
première, l'analyse préalable. Et si on n'a pas la capacité d'utiliser ces outils qui font cette analyse préalable, eh bien on va être simplement dépassé par le train. Le train va nous passer à côté parce qu'on n'aura pas la rapidité qui est exigée aujourd'hui. Et donc il faut impérativement être capable d'utiliser ces outils pour rester dans la course et voir, le cas échéant, être un pas en avant pour gagner ce temps qui est impératif et qui nous permet de délivrer plus vite un conseil de meilleure qualité. Comment est-ce que le recrutement doit s'adapter à cette nouvelle donne? C'est vrai que c'est une question qui est compliquée parce que on ne peut pas se fonder dans cette perspective sur une simple accumulation de titres, une simple accumulation de lignes sur un CV. Ce qu'on va chercher à apprécier avant toute chose, c'est les aptitudes personnelles, c'est la capacité d'analyse, c'est la capacité d'empathie, c'est la capacité d'écoute, c'est la capacité de compréhension. Alors, bien évidemment, il y aura des filières qui seront connues pour développer cette capacité, des diplômes dont on sait par avance qu'ils forment bien à ces qualités. Donc, évidemment, il y aura quand même toujours une analyse du CV qui se fera parce qu'on saura que quand on vient de tel ou tel diplôme, on a développé ces capacités a priori. Mais au-delà de ça, au-delà de cette simple analyse de dossier, de ce simple recrutement sur dossier qui déjà aujourd'hui de toute façon n'est pas suffisant, il faudra davantage peut-être travailler sur des mises en situation et que le recrutement se fasse sur des mises en situation. Recruter sur un cas pratique, sur une situation réelle ou en tout cas une simulation plutôt de situation réelle. Si je recrute quelqu'un pour faire du contrat, de le placer en situation face à un client, face aux directions métiers, face à un particulier et de tester ses réactions face à cette situation. Donc je pense que la mise en situation sera vraiment un élément clé du recrutement des profils de juristes augmentés. Ça me paraît être tout à fait fondamental dans la détermination de la bonne personne, ce qui veut dire que nécessairement on prendra du temps. Mais aujourd'hui, on sait bien que quand on recrute un certain type de profil, de toute façon, on a déjà ce besoin parce que de plus en plus, on cherche à analyser la personnalité, les aptitudes que véritablement des connaissances. On dit beaucoup aujourd'hui que le juriste doit être à forte valeur ajoutée. C'est vrai. Indéniablement, le juriste de haut niveau devra de plus en plus développer une plus-value, et je l'ai dit, dans le raisonnement, dans la surcouche par rapport à l'analyse que la machine aura faite. Néanmoins, je crois qu'il est important de souligner que ce segment de la forte valeur ajoutée est limité en capacité d'accueil et donc il ne permet pas d'absorber tous les effectifs qui se dirigent aujourd'hui vers les études de droit. Et je crois qu'il serait erroné, ça serait même une erreur stratégique importante pour la communauté du droit de se limiter à ce segment de la forte valeur ajoutée. Parce que c'est d'une certaine manière se fermer beaucoup de portes, c'est en quelque sorte se situer tout en haut de la montagne et oublier tout le reste, alors qu'il y a nécessairement des relais de croissance dans les services à faible valeur ajoutée, mais à fort volume. Ces services, on a tendance à les négliger, on a tendance à les délaisser et à laisser de cette manière-là s'infiltrer les autres, c'est-à-dire les non-juristes, mais ceux qui développent des outils qui permettent de toucher le plus grand nombre à faible coût et donc compenser la faible valeur ajoutée par le fort volume. Et ça, je crois que si les juristes négligent ces secteurs à faible rendement mais à fort volume de services, eh bien, nous allons nous fermer beaucoup de portes et nous allons nous rétrécir et nous allons devenir une espèce de village gaulois qui sera encerclé par des non-juristes qui auront su utiliser l'outil informatique pour modéliser des raisonnements basiques et s'approprier tout un secteur d'activité qui aujourd'hui est relativement peu développé, mais qui je pense est rentable si on accepte de faire du volume
mais sans faire de la haute couture. Et je crois qu'il faut que les juristes sachent faire de la haute couture, de la semi-mesure, du prêt-à-porter, et donc en fait tous les secteurs correspondant aux besoins du droit de la société, y compris encore une fois le secteur à faible valeur ajoutée, mais à fort volume.